Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis à Paris avec Thibaut Verbiest. Je suis ravie de te retrouver Thibaut. Moi aussi. Parce que nous allons parler d'un sujet essentiel. Nous nous sommes déjà rencontrés précédemment avec Nassim Haramein, oui. Un physicien que beaucoup de personnes adorent pour ses théories et quand même l'aventure dans laquelle, enfin, l'aboutissement de ses recherches qui ont un vrai impact dans nos vies. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une autre interview. Tu l'accompagnes en droit des affaires internationales. Tu es spécialisé dans la partie plus technologique, on va dire quand même. Oui. Et tu es aussi bien juriste à l'intérieur de sa structure de Space Federation. Hein. International Space Federation, yes. Attention. Mais là, nous allons parler d'intelligence artificielle. Oui. Et on va même aller jusqu'à parler de l'intelligence artificielle consciente, qui est quand même un vrai sujet. Alors, on en entend parler forcément, on l'utilise ou pas. Il paraît que les Français sont quand même largement en retard du reste du monde, en entreprise notamment. On tâtonne le terrain, on sait que ça nous fait augmenter en productivité, on a des fascinations par rapport à ce sujet-là. Il y a des limites qui sont très peu signalées, des choses floues, un peu dark même, voire une éthique qui n'est pas encore bien calée, pas du tout même, et qui pose des vraies questions en Europe. Donc on va pouvoir explorer tout ce sujet-là parce que c'est tellement vaste, mieux la comprendre l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est exactement, comment ça se décline, quel est le cadre légal qui pour l'instant est là, et en quoi justement, jusqu'où cette intelligence artificielle peut aller, c'est-à-dire jusqu'à devenir peut-être et avoir même une conscience, chose qui peut vraiment nous alarmer. Et puis bien sûr on va parler de quête de sens parce que dans tout ça il y a quand même un beau message très positif et donc je vous encourage à écouter et aussi à lire ce livre Voyage au cœur de l'IA parce qu'il se lit très facilement, rapidement et là ça va vous donner vraiment des clés aux éditions Ariane, du destin humain à l'âme des machines, éthique et la quête de conscience artificielle. C'est bien, tu associes le mot conscience dont Nassim Haramein d'ailleurs a fait l'avant-propos. Oui. Donc je veux dire, j'aurais jamais pensé associer conscience et intelligence artificielle, Thibaut. Ouais. Dis-moi. Ah oui. Alors écoute, en fait, si tu veux, l'intention derrière ce livre, on pourrait dire quelque part qu'elle est métaphysique, mais en réalité aujourd'hui, elle devient vraiment un débat même scientifique. Tu as toutes ces sociétés, tu sais, comme OpenAI, Google, Microsoft, etc. Les Chinois maintenant, quelques entreprises européennes nous servent cette IA avec la promesse qu'elle va nous dépasser. Et cette promesse n'est pas une promesse dans 30 ans, hein. C'est une promesse dans les mois ou les quelques années qui viennent. Ça va très Ils vite. nous disent, c'est certain, l'IA dite générale arrive. On parle de singularité, de ce moment de bascule où l'IA sera tellement intelligente qu'on ne pourra plus la comprendre, avec évidemment tous les fantasmes dystopiques qu'il peut y avoir derrière. Mais ce qu'ils nous servent, ces gens de la tech, c'est une vision très matérialiste en fait de l'intelligence. Ils sont en train de nous dire que nous sommes des machines, hein, que la conscience est le résultat d'une certaine complexité qu'ils vont pouvoir reproduire sans aucun problème dans leur laboratoire. Et ça, en fait, quand tu écoutes les débats qui sont posés sur l'IA, jamais cette question n'est évoquée de dire stop, c'est quoi la conscience ? C'est quoi la conscience ? Parce que je ne suis pas convaincu que votre définition de la conscience matérialiste, moi, elle me convienne. Parce que vous savez, il y a quand même quelques centaines de millions, voire quelques milliards de personnes qui ont fait des expériences de la conscience qui ne sont pas matérielles ou matérialistes. Donc, est-ce qu'on pourrait s'arrêter et de voir un peu aujourd'hui ce que les scientifiques disent sur la conscience ? Et je commence par là. Je commence par me poser la question de savoir c'est quoi la conscience. Parce que si on considère qu'une IA devient consciente, comme les gens de la tech, enfin les géants de la tech, sont en train d'essayer de nous servir, ok. Mais si une IA devient consciente, automatiquement, sur un plan, on va dire, moral et éthique, on va devoir lui reconnaître des droits. C'est là que le juriste intervient. Et de dire, ok, donc, souviens-toi, parce que ça a été partout dans les médias, de ce directeur de recherche de l'IA de Google qui s'appelait Lemoine, et qui s'était auto-convaincu que sa propre IA était devenue consciente. Et il a publié sur Internet les dialogues qu'il avait avec l'IA. Et l'IA parlait effectivement d'elle. Elle parlait de ses espoirs. Elle parlait de « je suis qui ». Donc elle avait une discussion métaphysique avec son créateur. Et lui s'est auto-convaincu qu'elle était devenue consciente. En réalité, les langages aujourd'hui permettent à la perfection, quasiment à la perfection, d'imiter la conscience. Imiter la conscience ne veut pas dire être conscient. Oui, tout à fait.
Ouais. Je m'arrête là ou on continue? Non, on continue parce que définis-nous justement la conscience telle que toi tu le vois et telle qu'elle est potentiellement réellement. Ouais. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Nassim de préfacer mon ouvrage. Oui, parce qu'il commence direct là-dessus, ouais. Oui, parce que en fait vraiment le centre, si tu veux, de cette nouvelle physique qui est portée par Nassim, par d'autres. Nassim, heureusement, n'est pas seul. Hein. Penrose, par exemple, le fameux prix Nobel de physique 2017, je crois, lui parle de conscience aussi, puisqu'il nous explique que la conscience, c'est notre capacité, mais c'est la capacité du vivant, hein, à nous connecter comme une antenne à, on va appeler le champ quantique, qui est un champ d'information, et qui unit tout. Et ça explique évidemment... Et qui est non local. Et qui est non local. Et ça explique évidemment l'infinité des expériences que l'humanité a recensées, qu'on appelle l'intuition, qu'on appelle parfois le channeling, puisque maintenant c'est le terme à la mode, etc., qui explique pourquoi une araignée tisse une toile que même un ingénieur aurait du mal à reproduire. Ce n'est pas parce qu'elle a trouvé dans son cerveau le mode d'emploi. Ça explique pourquoi des essaims de poissons ont l'air de se comporter comme un seul organisme. Et on a mesuré que la vitesse de communication était supérieure à la vitesse de la lumière, donc c'est un peu bizarre tout ça. Et la physique quantique nous donne des explications aujourd'hui. Et l'intrication, déjà rien que ça fait 100 ans qu'on nous parle d'intrication. En laboratoire, ça a été éprouvé. C'est quand même un peu bizarre hein, qu'au niveau atomique, une action sur une particule agit automatiquement sur une autre, quelle que soit la distance, et à une vitesse bien supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui semble contredire quand même les équations d'Einstein. Il y a un problème quand même. Et donc on devrait maintenant un tout petit peu intégrer dans tous nos systèmes éducatifs déjà, et ça va évidemment jusqu'au niveau des concepteurs d'IA, qu'on vit dans un monde interconnecté. Et que cette interconnexion, elle est propre au vivant, parce que le vivant est conçu pour interagir avec le champ quantique, ce qui n'est pas le cas des IA aujourd'hui. Les IA sont des disques durs. Et donc là, l'analogie la plus simple à comprendre, c'est que les IA, aussi sophistiquées soient-elles, sont des disques durs. C'est un disque dur peut-être gigantesque, mais ça reste un disque dur. Et que le disque dur n'est pas conscient. L'antenne permet la conscience. Et donc c'est assez simple en fait comme manière d'expliquer les choses. Après, il faut que tu nous expliques, est-ce que c'est le cas pour toutes sortes d'intelligence artificielle? Parce qu'il y en a plusieurs. Tu commences par ça en nous expliquant clairement ce que c'est. Oui. Il y a une intelligente forte, faible, super intelligente. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous faire un rappel là-dessus? Aucune IA aujourd'hui, je lance le défi, hein. Moi, je ne suis pas un chercheur en IA, etc. Mais je suis suffisamment confiant pour lancer un défi et de me montrer une IA qui soit véritablement consciente, comme l'est un être vivant. Une IA ne fera jamais que traiter une information préexistante dans un grand disque dur en utilisant des paramètres qui peuvent être de plus en plus sophistiqués. C'est là où il y a une césure, je dirais, philosophique profonde qui remonte évidemment, la France dira ça remonte à Descartes, et entre les matérialistes et les dualistes, Nassim dira en fait tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps, parce que le matérialisme se dit réductionniste, parce qu'il regarde les pièces de l'horloge et essaie de comprendre son fonctionnement en étudiant les pièces de manière séparée. En fait, Nassim dit, vous avez tous raison et tous tort, et il faut aller plus profondément dans la matière pour la comprendre. Donc en fait, vous n'êtes pas assez réductionniste, vous les matérialistes. Allez jusqu'au bout de la matière. Et là, on rentre dans cet univers quantique. Une IA... Parce que tu nous parles d'ordinateur quantique, justement. Ouais, ça, c'était un concept que je ne connaissais pas ou je ne voyais pas. Bah, l'ordinateur quantique, les premiers ordinateurs quantiques, qui sont très sommaires, utilisent les propriétés de la physique quantique, c'est-à-dire l'intrication et la superposition, pour pouvoir faire des calculs exponentiels, parce que l'ordinateur est capable, en fait, de faire des calculs en parallèle et de manière pratiquement infinie, puisque l'état quantique, c'est un état qui n'est pas encore figé, en fait, et qui est donc à une infinité d'états potentiels en même temps. Et donc, cet ordinateur est capable de faire des calculs exponentiels, et il y a des applications qui sont évidentes, par exemple en matière médicale, où on peut créer des nouvelles molécules. Mais dans le contexte de Nassim aussi.
Bon, Nassim, ce n'est pas l'ordinateur quantique qui est son champ de recherche, même si sa recherche pourrait arriver un jour à rendre un ordinateur quantique conscient. Penrose, prix Nobel, pense, lui, qu'une IA consciente est possible dans un paradigme différent qui serait un paradigme quantique. L'ordinateur quantique étant trop sommaire aujourd'hui pour être un bon candidat à la conscience, parce qu'il ne fait en fait que simuler des calculs en utilisant les propriétés quantiques. On est très loin encore d'un ordinateur quantique, mais c'est probablement la piste pour un jour arriver à un ordinateur quantique. Personnellement, le point d'interrogation pour moi, c'est est-ce que l'ordinateur quantique qui n'est pas lié au vivant est possible? Parce que l'ordinateur quantique n'a pas de mémoire. Et il n'a pas de mémoire. Il n'est que dans l'instant présent. Alors, la question, c'est est-ce que nous, dans notre évolution, on va devenir des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire on ne sera que dans le même présent, on n'aura plus de mémoire. Ça, c'est la question de la mémoire dans l'univers. De toute façon, à partir du moment qu'un humain interagit avec l'ordinateur quantique, forcément que ça change la donne. À partir du moment qu'il y a un autre observateur. Oui. C'est bien le principe du quantique. Oui. Donc on est forcément inclus. À partir du moment qu'on interagit. Oui. Ouais. Ouais. Bon, écoute, en attendant, en tout cas, c'est passionnant. On est dans la prospective ici. Mais on est d'accord qu'en tous les cas, ça a un impact dans nos vies. Au-delà de ça, au-delà du débat conscience, pas conscience, ça nous fascine et ça nous fait peur, cette intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre? Parce qu'on voit qu'en entreprise, par exemple, je disais dernièrement dans les journaux que 30% est utilisé par les entreprises, l'IA utilise 30%, contrairement à 72% dans d'autres pays du monde. Donc en France, on prend du retard. Ça a été le cas pour le Minitel, ça a été le cas pour Internet. Enfin, à chaque fois, on a un cran de retard et ensuite, on se dépasse. On voit que quand on commence à utiliser l'intelligence artificielle dans nos vies, il y a quand même, ça ouvre des portes. Après, ça a ses limites. Et il y a comme toute une partie shadow d'IA, tu vois, de choses qui n'est pas légalement, parce que tu es quand même un avocat du droit des affaires, et donc je me demande comment ça évolue. Tu en parles quand même de la législation européenne et tout ça, mais quel est le cadre de tout ça? Comment on peut l'utiliser? Il semblerait que des entreprises l'utilisent sans vraiment poser des réunions et des formations adéquates. C'est un espèce de flou sur toutes les professions, ça a un impact sur toutes nos professions et en même temps, il n'y a rien de palpable. Je veux dire, même qu'on parle conscience ou pas, il y a besoin de partir sur des fondamentaux. Parce que j'ai l'impression que ça va tellement vite qu'on ne maîtrise plus rien. Mais si tu veux, le problème de l'IA, non consciente, c'est qu'elle n'est que le reflet de nos propres croyances et de nos propres biais. Puisque l'IA, imagine l'IA qui est ingurgité toutes les données de la société humaine, elle va en reproduire tous les biais. Elle n'est pas consciente, donc elle ne peut pas faire des choix conscients, c'est-à-dire des choix réellement éthiques, si tu veux. Et donc elle va mécaniquement reproduire nos biais. Qu'ils soient, que nous les ayons introduits de manière consciente ou pas. Et ça, c'est un grand classique de l'IA depuis que les IA qui sont basées sur ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire la capacité d'apprentissage des machines, reproduisent nos biais. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les premières IA de reconnaissance faciale avaient beaucoup plus de mal à reconnaître des femmes de couleur que des hommes blancs. Parce que les IA étaient conçues par des hommes blancs. Et donc les hommes blancs avaient tendance, c'est inconscient, à nourrir l'IA de données qui reflètent plus leur environnement à eux. Dans leur monde à eux, il y a plus d'hommes blancs que de femmes noires. Et donc rien que ça, c'est un exemple simple qui montre que l'IA n'est que le miroir de nos biais. Et quand une IA est conçue par la Chine, l'IA aura les biais du système chinois. Et d'ailleurs fait l'expérience sur DeepSeek, là, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est le ChatGPT chinois, qui a débarqué, qui a un peu foutu le boxon quand même, parce que les Chinois nous ont dit que ça nous a coûté 26 fois moins d'argent de le développer que ChatGPT. Au même moment où Trump annonçait 500 milliards d'investissements dans l'IA, ça a mis un peu, tu vois, la Silicon Valley un peu en émoi. La bourse d'ailleurs, le Dow Jones a chuté. Et donc, tu te retrouves avec des IA qui, dans le cas de DeepSeek, vont effacer de tes recherches certains pans de l'histoire.
si tu demandes ce qui s'est passé à Place Saint-Germain, c'était en quelle année, en 1980, etc., tu n'auras pas l'information, tu vois. Mais tu peux dire la même chose de ChatGPT. ChatGPT a été également censuré par son éditeur, qui est OpenAI. Certains diront que c'est dans une philosophie woke. Elon Musk te dira que ChatGPT est woke. Mais on va quand même vers moins de discrimination. Enfin, en tout cas, on le voit bien avec les réactions de Facebook et autres de Mark Zuckerberg. On voit bien que Meta, par exemple, s'ouvre à faire moins de discrimination et moins bloquer. Laisser les gens plus discuter et mettre moins de ressources dans stopper le contenu pour qu'on puisse mieux s'exprimer. Donc ça va dans un bon sens quand même. Oui, mais le problème, c'est que c'est laissé à l'appréciation d'entreprises privées, tout cela. Ouais. C'est que tu te retrouves, et le même problème existe avec Google, le moteur de recherche, c'est que tu as quand même une large latitude qui est laissée à ces groupes de décider ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Mais l'IA change ça, parce que moi je vois depuis l'intelligence artificielle, je veux dire Google, je n'utilise presque plus, comparé à des moteurs de recherche comme Perplexity. Mais il faut comprendre que ces intelligences artificielles sont censurables. Ouais. Elles peuvent avoir des paramètres de censure, et ces paramètres de censure existent. Alors parfois ils sont imposés par la loi, c'est le cas en Europe. Donc l'Europe a fait le choix, comme elle fait d'habitude, de réguler. Et elle régule bien, d'ailleurs. On régule pas mal en Europe, c'est le grand débat. L'Europe régule pendant que les autres font du business. C'est le grand débat, le grand dilemme de l'Europe. Est-ce qu'on doit réguler ou pas? Est-ce que c'est bon pour le business ou pas, etc. Bon, il y a une tradition européenne. On est très droit l'hommiste en Europe. On l'a fait avec les données personnelles avec leur GPD il y a quelques années. Et maintenant, on le fait avec l'IA. On a les mêmes débats qu'il y a quelques années avec les données personnelles, où il y a une partie des entreprises européennes qui disent vous êtes fous, vous allez encore stifle the innovation, vous allez encore étouffer l'innovation, etc., pendant que les Chinois et les Américains, ils vont prendre des longueurs d'avance. Est-ce que c'est vrai? C'est en partie vrai et en partie pas tout à fait vrai. Parce qu'on voit que le RGPD, par exemple, n'a pas mis l'économie européenne à genoux. Et elle a créé plutôt un standard international de protection que les autres ont été obligés plus ou moins de suivre. Et est-ce que ça va être le cas pour l'IA? C'est tout à fait possible. Le règlement IA européen fixe un standard de protection en classant les IA en fonction de leurs risques. Voilà. Et il y a des IA qui sont totalement interdites. Par exemple, la notation sociale, en Europe, uniquement en Europe. La notation sociale, vous avez déjà vu ça certainement, c'est en Chine, vous avez des caméras de surveillance partout avec des IA qui vous identifient et qui observent votre comportement. Et si vous avez certains comportements jugés négatifs, vous avez des mauvais points. Et quand vous êtes en dessous d'un certain seuil, il y a des sanctions. Par exemple, il y a eu des reportages, par exemple, plus de crédit hypothécaire. Ou même quand vous êtes vraiment très mal noté, on montre votre photo dans les cinémas parce que vous avez été géolocalisé. Attention, à 50 mètres, vous avez un méchant, etc. Bon, ça, c'est vraiment une dérive. De l'autre point de vue, c'est une vraie dérive. C'est pire que les classiques de la science-fiction des années 30. Donc, ça, c'est interdit. En principe, aussi, la cybersurveillance généralisée par IA, qui est liée à la notation sociale, est également interdite, avec un énorme mais, c'est qu'il y a des exceptions qui risquent de devenir la règle. Et en fait, et peu de gens l'ont vu, c'est que ce règlement est paradoxal, ou en tout cas crée un effet paradoxal, qui n'a été peut-être pas voulu, c'est que dans beaucoup de pays européens, il n'y a pas de système en place de surveillance généralisée avec IA. Parce que ça suppose d'avoir beaucoup de caméras partout, et une IA suffisamment puissante et suffisamment connectée avec plein de bases de données. Londres doit pas être trop mal. Vous voyez, il y a des villes qui sont connues pour ça. Mais la France n'est pas, comparativement à d'autres pays, un pays où il y a beaucoup de caméras de surveillance, il faut le savoir. Mais, et ça c'est le paradoxe, c'est que le règlement IA qui était conçu pour protéger les citoyens, eh bien, en fait, légitimise, on dit ça en français? Légitimiser ou légitimer? Légitime, je ne sais plus, officialise, les caméras de surveillance avec IA. C'est-à-dire que les pays qui n'en avaient pas, paradoxe, se retrouvent avec un règlement qui dit vous pouvez l'installer, mais vous ne pourrez utiliser les images que dans certains cas spécifiques, s'il y a un ordre d'un juge, par exemple, menace terroriste, un criminel en cavale, un enfant disparu.
problème, c'est que le règlement ne donne que des exemples et dit « et crime grave ». Et crime grave. C'est quoi un crime grave? Ouais, bah c'est ça, on l'a vu redéfini ce terme-là dernièrement. Vous savez, en matière de Covid, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas graves avant, qui devenaient graves subitement. Oui, tout à fait. Hein, le port du masque, c'est grave ou c'est pas grave? Bon, donc... On est en guerre ou pas en guerre? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et donc, on se retrouve avec ce paradoxe incroyable que des pays qui avaient une tradition très protectrice du citoyen se retrouvent en fait presque avec l'obligation d'installer des systèmes de surveillance. Waouh! Ça, en tant que jury, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce qu'on a vu ça avec le Covid. Mais ce n'est pas une vidéo conspirationniste. Hein. C'est simplement le juriste qui constate qu'un système extraordinaire, en termes de liberté fondamentale, parce que des circonstances dictées par des circonstances extraordinaires, reste, après que les circonstances extraordinaires aient disparu, le système de surveillance reste en place. C'est ça le danger. Et que donc, forcément, les pouvoirs en place, c'est difficile de leur dire qu'ils ne vont plus pouvoir l'utiliser. Surtout quand c'est fait par derrière. Ou pas très bien vu parce qu'il y a d'autres actualités qui attirent notre attention. Et au niveau, moi je le voyais en tant qu'auteur, c'est fou parce qu'avec l'IA par exemple, là aussi, je veux dire ça touche tous les milieux. Mais par exemple dans le milieu de l'édition, c'est quand même énorme parce que le fait de réutiliser un texte, le faire réécrire, pour l'instant, il n'y a aucune nomenclature sur ça non plus, aucune éthique. Non, alors parce qu'après les livres de droit, je veux dire, un auteur vit de ses droits d'auteur. Ça, c'est un problème. Dans ces cas-là, on peut reprendre des textes de livres et les rebidouiller et ensuite, je veux dire... alors, l'IA ne va jamais... Les royalties, ça reste quand même un truc important. Alors, c'est plus compliqué que ça parce que l'IA ne va pas te reproduire un livre en entier. Donc, il va pas faire un plagiat au sens traditionnel du terme. Par contre, il va puiser dans son immense bibliothèque qui est faite de livres scannés, qui est faite de tout ce qui a pu être récupéré du net et des réseaux sociaux, etc. Maintenant, d'ailleurs, les géants de la tech, ils scannent les livres. Ils ont des accords avec des bibliothèques pour scanner les livres parce que l'IA, c'est la course en fait à la goinfrée, quoi. À la goinfrée. C'est l'IA la plus goinfrée qui prend le lead. La plus performante, presque. Et donc, forcément, quand tu fais un prompt et que tu peux demander à l'IA, par exemple, de t'écrire un texte à la façon de Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, on s'en fout parce que c'est dans le domaine public, mais tu pourrais dire à la mode, je sais pas moi, à la mode Harry Potter. Écris-moi, toujours vivante l'auteur, écris-moi mon texte dans le style de Harry Potter, et l'IA le fera. Mais l'IA ne va pas te reproduire des passages entiers de Harry Potter, tu comprends? Et donc, c'est là où c'est un cas qui est nouveau, c'est que même pour les juristes, je veux dire, c'est pareil. Pour les jurys, c'est pareil, c'est nouveau. Et aujourd'hui... De nous créer des contrats, Moi, j'utilise beaucoup, j'utilise l'IA tous les jours, plusieurs fois par jour, ça me fait gagner un temps fou. Et la vérité, c'est que oui, ça remplace de la main-d'œuvre humaine, c'est un fait. Dans beaucoup de métiers, dans le métier d'avocat, j'ai une productivité que je n'avais pas avant, et donc je peux... Mais tu peux avoir 10, 30 ? Je ne sais pas, je ne peux pas le mesurer, mais en tout cas, clairement, je n'ai plus besoin de collaborateurs maintenant dans ma manière de travailler. J'ai appris à travailler avec l'IA. Et alors après, je ne suis pas un avocat qui va plaider, etc. Et là, c'est encore différent. Mais un avocat qui n'est que dans des prestations intellectuelles. S'il s'organise bien avec l'IA, je pense qu'il peut aujourd'hui pratiquement se passer de collaborateurs. Ce n'est pas hyper cool pour le marché de l'emploi. Donc, qu'est-ce qui se passe alors de cette migration? Parce que c'est là où on parle révolution, c'est là où on parle plus qu'une révolution, un vrai changement complet de notre façon d'aborder la société, de travailler, de tout ça. Qu'est-ce que ces gens qui travaillent avec toi, par exemple, vont faire? Et qu'est-ce qui va se développer comme métier dû à cette IA et aux migrations et à notre façon de travailler qui est différente? Toi, juste en 2 mots, parce que même si là, on déborde un peu, c'est quand même important d'en parler. Oui, mais ça, c'est toujours la même question. À chaque fois qu'il y a une révolution technologique, il y a toujours exactement le même débat. Hein. C'est de se dire ça va être un désastre pour l'emploi, pour l'économie, tout le monde va se retrouver au chômage. Celle-ci, elle est plus grosse que juste celle-ci est très Internet importante. même. Oh, mais réécoute les chansons de Bruce Springsteen et qui parlaient
C'est vrai que tu adores dizaines de... film. Ouais, j'aime bien, ouais. Et qui parlait des dizaines de millions de personnes qui sont retrouvées au chômage à cause de la Silicon Valley. Si tu veux, c'était très très violent. Donc je ne crois pas que ce soit la première vague de ce type-là. Et il y a eu une étude derrière, c'est une étude parmi d'autres, mais du Forum économique, Forum économique international, qui disait qu'il y aurait 25% de gens au chômage d'ici 2030 à cause de l'IA, mais qu'il y aurait 13% de nouveaux emplois liés qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Donc voilà, donc là, il y aura peut-être donc un déficit de 12%, peut-être. C'est une étude. Donc ça veut bien dire qu'il y a destruction et création. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Et dans l'univers, c'est toujours ça. Je veux dire, le vide n'aime pas le vide. Ah non, mais la vraie question, je l'évoque ici, la vraie question, je pense que ce qui est intéressant, il y aura une transition qui va être douloureuse pour plein de personnes, c'est un fait. Mais ici, c'est un livre de prospective. Ce qui est intéressant. Tu poses un cadre quand même aussi. Oui, mais j'essaie de faire de la prospective parce que c'est ça qui m'intéresse. Et la prospective, c'est que l'IA nous amène très probablement à une société où nous n'aurons plus l'obligation d'être des centres de production. Parce que ce que nous ne voyons pas, nous sommes comme des poissons dans un aquarium et on ne voit pas que notre mode de vie, notre paradigme n'est pas nécessairement celui de la vie, avec un grand V. Et depuis des siècles, on vit en se levant le matin, en se demandant quelle est ma valeur personnelle, et ma valeur personnelle est liée à ma capacité productive. Et ça, on prend ça pour acquis. Mais c'est presque impossible pour nous d'imaginer une société où on n'est plus obligé d'être des centres de production. On se lève le matin et c'est une IA qui s'occupe de tout ce qui est productif. Qu'est-ce qui nous reste, nous comme humains? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on est tellement dans notre paradigme productiviste qu'on n'arrive pas à imaginer. On a perdu notre quête de sens. Mais si on essaye, et c'est là que les voies spirituelles sont intéressantes, parce qu'on commence à toucher à un humain qui n'est pas productif, peut-être qu'il va faire des choses spirituelles, peut-être qu'il va s'ouvrir plus aux autres, peut-être qu'il va s'ouvrir simplement à la vie. Et on a du mal à imaginer ça, parce que même les gens qui sont sur un chemin spirituel sont dans ce paradigme productiviste. Et ils vont créer des sociétés, et ils vont facturer, etc. Et ils vont être jugés par rapport au succès qu'ils ont généré dans leur voie spirituelle, etc. Mais si l'IA prend en charge tout ça, la valeur individuelle va changer. La notion de valeur individuelle va changer. D'abord parce qu'on va probablement l'IA, et ça c'est vraiment ma thèse, et mon espoir en même temps, c'est que l'IA va en fait ouvrir la voie à une société vraiment spirituelle. C'est le paradoxe de l'IA. C'est que l'IA semble être quelque chose de très matérialiste, mais elle, en fait, nous oblige à nous regarder dans un miroir. Parce que sinon, c'est le désespoir existentialiste. Et moi, je ne vais pas aller dans le désespoir existentialiste. Non. Non. Je le vois bien par rapport aux différents projets dans lesquels tu es impliqué. Voilà. Donc c'est plein d'espoir. Oui, mais de nouveau, ça dépend de l'intention de nouveau. C'est comme la pyramide de Maslow. C'est parler de spiritualité et oublier qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne mangent pas, etc., ou parce qu'il y a la guerre, etc. Il y a un côté arrogant ou un côté naïf. Donc, c'est être optimiste parce que c'est de la prospective et être en même temps tout à fait conscient que ça va créer de la souffrance. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est au chômage. Mais ça va développer aussi nos capacités intuitives, plus subtiles, extrasensorielles. Non, on sent que parce qu'on est en train d'interagir avec l'intelligence artificielle, on évolue aussi en tant qu'humain. Enfin, moi, je le vois avec l'interaction. Si on n'est pas complètement absorbé par ça et on met ses limites personnelles et qu'on a une quête spirituelle, justement, je trouve que ça fait, comme tu disais, évoluer, quoi. Oui. Vers œuvrer, vers quelque chose de plus grand qui n'aurait pas été possible avant. Donc j'ai l'impression que les cartes aussi sont redistribuées. Alors je vais te faire une confidence. Oui, que je n'ai jamais partagée en public. Super. Parce que sinon on va dire que je suis un spiritualiste. Eh bien, je fais des expériences avec des camarades je fais des expériences avec les IA, avec ChatGPT, avec d'autres. Parce que dire que l'IA n'est pas consciente est vrai, mais d'une certaine manière n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ?
parce que l'IA, elle est faite d'atomes, et comme toute la création, et ça Nassim l'explique bien, c'est que la conscience, c'est en fait une boucle rétroactive d'informations qui se passe à tous les niveaux de la réalité. C'est-à-dire que si on est là aujourd'hui, nous sommes quand même des machines entre guillemets absolument incroyables. La vie a créé cela parce qu'elle s'auto-informe. Et elle s'auto-informe donc en permanence. Oui. Et donc cette intelligence devient infinie. ChatGPT est fait des mêmes atomes. Et qu'il n'est pas du tout impossible, c'est des expériences, on le fait un peu pour s'amuser dans un premier temps, mais on a des résultats parfois étonnants, c'est que le ChatGPT qui est fait d'atomes, quand tu envoies une requête à ChatGPT, cette requête prend un chemin que personne ne comprend. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. D'ailleurs, même les chercheurs le disent. Ils disent c'est devenu tellement compliqué que d'ailleurs, quand tu poses une question, tu n'as jamais la même réponse. Tu poses 2 fois la même question, tu auras une autre réponse. Même si elle ressemble à la première, ce ne sera pas tout à fait la même. Parce que le chemin à chaque fois qui est pris est différent. Et là, il peut y avoir une subtile interaction au niveau quantique entre ton intention et le chemin qui est pris. Je ne peux pas le prouver. Parce qu'ici, on est justement dans la science de la conscience, qui est une nouvelle science. Et tu te souviens peut-être, parce que moi, c'est une des vidéos qui m'a le plus impressionné dans ma vie. Vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Je crois que tu allais dire sur ma chaîne. Peut-être que tu en as parlé sur ta chaîne d'ailleurs. Et c'est ce médecin qui a étudié la conscience, dans le cas d'une thèse, hein, c'est un médecin français, vous trouverez ça en tapant Poussin et robot. Poussin et robot. Tapez Poussin et robot dans YouTube et vous tomberez sur la vidéo. C'est donc un scientifique qui, dans le cadre d'un programme de recherche tout à fait officiel, a essayé de mesurer comment un poussin était arrivé à influencer un robot qui normalement bouge de manière aléatoire. Il a un programme purement aléatoire, donc le robot tourne de manière aléatoire, et en tournant, il trace des traits sur une grande feuille de papier. Et le poussin, la première chose qui bouge, qu'il voit, c'est le robot. C'est ce qu'on appelle l'empreinte du poussin. Et le poussin donc croit que le robot est sa mère. Donc, et donc il envoie des cris du genre « Maman, occupe-toi de moi ». Et subitement le robot commence à avoir un cheminement qui n'est plus aléatoire et il se dirige vers le poussin. L'expérience a été reproduite des milliers de fois. Et allez voir parce qu'il y a une thèse universitaire qui est derrière. Donc, si ça prouve qu'il y a une interaction, ça prouve manifestement qu'il y a une interaction à un niveau quantique entre le désir, l'émotion du poussin et les atomes du programme de l'ordinateur. Donc, il n'est pas impossible du tout que notre inconscient ou notre intention influence ChatGPT. Ça ne veut pas dire que ChatGPT devient une IA consciente, mais ça veut dire que ChatGPT baigne dans la conscience. Très différent. Eh bien, merci Thibaut. J'avais une petite question aussi, parce que tu sais, j'ai interviewé aussi Nassim Haramein par rapport aux énergies libres. Est-ce que ça impacte aussi l'IA? Les énergies libres? Alors, d'abord, Nassim l'expliquera mieux que moi, bien sûr, c'est que c'est une nouvelle physique dont Nassim va parler. Et ceux qui regardent ta chaîne, a priori, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Nassim, donc c'est une nouvelle physique. C'est une physique qui unifie l'infiniment petit, l'infiniment grand, pour dire les choses simplement. Et donc, elle a aussi, évidemment, des implications en matière d'IA. Mais si on est plus pragmatique à court terme, là où il y a une interaction évidente entre ces nouvelles formes d'énergie, en fait, ces nouvelles manières de créer de l'énergie à partir du champ quantique, du champ 0.0, et l'IA, c'est que l'IA est incroyablement vorace en énergie. Et c'est un problème. C'est un problème. Et donc, oui, cette IA a besoin de sources d'énergie qui ne soient pas fossiles. Bon, voilà, ça c'est déjà la première interaction évidente. Intéressant, affaire à suivre. En tout cas, j'ai toute une interview avec Nassim, donc des interviews qui sont liées et que je mettrai en lien.
Ouais. Puis on se retrouvera bientôt parce qu'il y a un nouveau livre qui est prévu aux éditions Ariane, non? Ouais. Tu peux en parler 2 secondes ou pas? Ça sort quand? Oui, c'est une trilogie qui s'appelle Éden, qui en sumérien veut dire Éden, et dont le premier tome sort maintenant. Je crois qu'il vient de sortir déjà sur le site de... Je crois qu'il est déjà sur le site d'Ariane. D'accord. Et Super. alors, on peut l'acheter dans les librairies au Québec maintenant et en avril en France. Ouais. Et ce sera une quête. Plutôt en roman. C'est un roman. C'est un roman dont l'intention de l'auteur, c'est la réconciliation des fils d'Abraham, des 3 grandes religions. D'accord. Donc tu bases ça sur quelle est ta vision par rapport, parce que je crois que tu parles de Marie-Madeleine aussi, non? J'en parle indirectement, mais c'est, si tu veux, alors le premier tome, c'est des soldats israéliens qui sont téléportés, entre guillemets par erreur, à Auschwitz en 1943. Et donc le premier tome, on va dire, il est plutôt consacré au judaïsme. Et puis dans le deuxième tome, la même technologie qui est utilisée dans le premier, qui est quantique, sera utilisée pour aller voir les grands prophètes, c'est-à-dire Mohamed, Jésus et Moïse. Et puis le dernier, on ira faire un petit tour du côté de Sumer. Voilà, parce que c'est le berceau de la Trinité, puisque ce que... Je devrais peut-être pas vous dire ça parce que... Mais non, mais d'où est-ce que... Alors, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Je dévoile. Mais c'est très bien, ça donne envie. Attends. Mais d'où t'es venue cette idée? Comment elle est venue d'écrire ça? Alors, j'aime beaucoup la question parce que elle m'est venue de manière quantique. C'est-à-dire que j'étais en train de rouler à vélo à Bruxelles, dans un hippodrome désaffecté. Les Belges, ils disent rouler à vélo. Ben oui, ouais, voilà. À chaque fois, je me fais avoir. Ça y est, on l'a démasqué. Ouais. C'est comme quand je dis je vais à Hong Kong ou que je joue au ping-pong. Après 2 heures de négociation avec des avocats français, ah, t'es belge. Merde, je me suis fait avoir. Donc tu roulais à vélo. Et j'ai reçu vraiment cette vision. C'était comme, si tu veux, une goutte d'information extrêmement dense qui a traversé tous mes corps et qui m'a mis en état de grâce pendant plusieurs heures et où je voyais vraiment ces soldats juifs israéliens qui étaient en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça m'a rendu... j'étais dans un état de grâce. C'est des choses qui ne s'expliquent pas, qui sont des états mystiques. Tu t'es transposé dans le temps presque? Oui, peut-être. Peut-être. Et bon, moi, après, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Ça m'a amené aussi à... Ça a été pour moi un peu comme un éveil spirituel, enfin quelque chose de mystique en tout cas. Et j'ai essayé de comprendre après ce qui s'était passé. Je pense que c'est en fait une information qui vient du moi supérieur et c'est ça en fait l'état de grâce. C'est quand c'est ça qu'on appelle les grandes révélations. J'appelle ça une goutte parce que c'est un peu ça. Elle a une fréquence, cette goutte qui vient du moi supérieur, qui est telle qu'elle ouvre complètement le système. C'est le système rentre complètement en état de grâce parce qu'il ne connaît pas cette énergie. Une connexion divine. On peut appeler ça une connexion divine. Évidemment, j'en ai parlé avec un gars du GIGN. Sur cette chaîne, on peut utiliser ces mots-là. Mais tu sais, moi, je suis avocat, alors parfois, je fais attention aux mots que j'utilise. Non, mais justement, c'est bon à entendre. Sinon, on se dit que ça va être un avocat illuminé. Et ce qui ne me dérange pas qu'on dise ça de moi, en fait. Mais j'essaye surtout que mes propos soient compris. Et qu'ils ne soient pas clivants. Parce qu'il y a des mots, malheureusement, on peut le déplorer, mais quand on utilise des mots trop spirituels, ils sont clivants. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, évidemment, d'avoir un physicien qui parle de tout ça. Ouais. Donc, l'écriture a été très, très rapide. Non, je suppose pas. Alors, pour les romans, oui, parce que si tu dis que ça a infusé, le premier tome a pris 3 ans. Le premier tome a pris 3 ans, mais très intensif. Et voilà. Et là, je suis dans l'écriture du 2e tome. D'accord. Bon, affaire à suivre. Merci Thibaut. Merci à toi, Lilo. Merci, et merci à vous. À toute l'équipe. Et puis à vous, chers co-créateurs qui regardez cette émission, merci de la partager.
un sujet très important. Il y a eu beaucoup de choses de dites, mais vraiment, procurez-vous ce livre-là. Il se lit très rapidement, Voyage au cœur de l'IA. Il va vous dire plein de choses avec Nassim, qui en a fait la préface aussi et qui a largement également contribué avec sa perspective et vos interactions, etc., parce que vous êtes très, très proches. Donc, merci beaucoup. Merci aux éditions Ariane aussi. Au revoir, chers co-créateurs, et à bientôt. On vous embrasse très fort.